Dans la cour d'école, j'étais toujours dans mon coin tout seul, puis je pleurais quasiment parce que personne ne voulait me parler. Puis moi, je voulais parler aux personnes, mais je me sentais pas capable d'aller leur parler parce que j'avais peur de la réaction qu'ils étaient pour avoir. Elle va-tu penser, ah, il est gentil quand même, il vient me parler? Ou il va dire, ben voyons donc, la tomate, là, pourquoi tu viens me parler, là? Richard Martineau. Jean Letarte. Marie Parent. De crainte, puis par expérience, tu as toujours bégayé sur un mot depuis ton enfance. Tu l'anticipes, tu sais que le nom, mon propre nom, j'étais pas capable de dire. J'ai quasiment jamais été capable de m'appeler par mon propre nom. Jusqu'à les 10 dernières années, ou peut-être les 20 dernières années. Juste l'idée de m'imaginer devant un public, ça me donne, disons, je ne me sens pas à l'aise, je tremble, je sens ma poitrine serrée, je respire difficilement, je transpire aussi. Dans le fond, ça retourne vers le jugement que j'ai peur, le jugement des autres. C'est sûr que j'avais peur de la réaction des autres. Dans la cour d'école, j'étais toujours le seul qui jouait au ballon avec le mur. Je jouais toujours toute seule. Avoir peur, c'est une réaction tout à fait adaptée par rapport à un danger réel. On va avoir des réactions physiologiques, on va avoir un sentiment là, de danger. Le problème de la phobie, c'est que les mêmes réactions se déclenchent, mais il n'y a pas de danger objectif réel dans l'environnement, et même l'individu est conscient que c'est pas si dangereux que ça, mais il réagit comme s'il était exposé à un danger. Même si la personne était proche de moi, puis elle commençait à me parler, « Bonjour Mathieu, ça va? » Mon cœur commençait à battre super vite, puis mes jambes shakaient. J'avais même de la misère à y répondre. Là. La peur devient phobie lorsque elle est paralysante et lorsqu'elle est source de souffrance élevée pour l'individu. L'individu vit des palpitations cardiaques, des étourdissements, une gêne intense, la crainte extrême de sombrer dans le ridicule auprès d'un vaste public. Alors, il y a beaucoup de souffrance. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est que les gens pratiquent l'évitement. Ne voulant pas vivre cela, ils vont se priver d'aller dans ces situations-là, ce qui peut avoir des effets importants, notamment sur leur vie professionnelle, mais aussi plus simplement sur leur vie sociale. Quand la cloche de la fin des cours sonnait, moi, j'étais toujours le premier à sortir de l'école, en courant quasiment, pratiquement en courant, pour justement aller chez moi le plus vite possible pour me libérer, là. Parce que c'était pas une libération à l'école pour moi, c'était vraiment très, très difficile. Des gens peuvent avoir une phobie sociale très spécifique. Exemple, la crainte de parler devant un groupe, par exemple, de faire un exposé en classe. La crainte de socialiser je sais pas moi, à un dîner avec des connaissances, etc. Ça peut être la simple fait d'être présent dans une situation donnée, d'être le centre d'attention et craindre à ce moment-là soit de rougir, de transpirer, de trembler, par exemple, en mangeant en présence de d'autres personnes. J'ai besoin de parler en public parce que, en tant que gestionnaire, j'ai besoin de faire face à un public. Par exemple, devant un conseil d'administration ou des collègues dans le travail. Donc, je dois être capable de communiquer d'une façon facile et à l'aise. Monsieur l'animateur, ma peur de parler en public est en partie due à mon éducation et aussi de ma culture. Ce que je veux dire, c'est que notre culture nous a façonné d'une manière à craindre, bien à être sensible au jugement des autres. Donc, oui, je peux dire que ça a aussi un impact très important sur la peur de parler en public, parce que en parlant en public,
j'aurai des jugements des autres. Et d'après moi, j'aurai des jugements négatifs pour catégoriser les gens afin de se faciliter. Imaginons la personne qui bégaye pas, il a de la gêne à parler, il est craintif. Mais moi, j'avais peut-être la même chose, mais c'était amplifié par le fait de même pas capable de dire un mot. Puis tu sens les autres, t'écoutes, t'entends le silence autour, là. Et t'entends, il va-tu le dire, tu sais. La peur de parler en public existe chez les gens qui bégayent, évidemment, mais pas de façon systématique. Mais c'est très fréquent. Par contre, il n'y a pas nécessairement une corrélation entre le degré de sévérité du bégaiement et la peur de parler en public. Il y a des gens qui bégayent très peu, qui bégayent un petit peu, qui ont extrêmement peur de parler en public. Il y en a d'autres qui bégayent de façon plus sévère, qui, eux, on dirait, ont moins d'inquiétude à ce niveau-là. Ah, ça finissait par sortir, là. C'était long. Ça pouvait être long, là. Les enfants ont peur de lire en public, par exemple, quand tous les enfants doivent prendre leur tour pour lire devant le professeur. Il y en a beaucoup qui rapportent que c'était des périodes extrêmement difficiles dans leur vie. Se présenter au début de l'année, je connais même un client qui a changé son nom parce qu'il butait toujours sur le premier son de son nom. Et donc, il a prétendu pendant une certaine période qu'il s'appelait autrement. La cause du bégaiement n'est pas encore tout à fait connue. Ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas un problème de gestion du stress ou un problème de personnalité. C'est probablement plutôt un problème de contrôle neurophysiologique des différents systèmes de la parole, comme la respiration, la voix et l'articulation. Les gens qui bégayent ont un problème à coordonner ces différents systèmes-là, ce qui provoque le bégaiement. Je me souviens, moi, j'ai eu beaucoup de la misère avec les K, les lettres qui sont du fond de la gorge, de K, Q, tu sais. En tout cas, et puis mon numéro d'assurance sociale, sur 6 chiffres, il y en avait 8 qui commençaient comme avec un 4. On a arraché souvent à dire mon numéro d'assurance sociale. Et on sait aussi qu'il y a probablement des facteurs génétiques. À peu près 50% des gens qui bégayent ont quelqu'un d'autre dans leur famille qui bégaye. Et pour une femme qui bégaye, il y a 3 ou 4 hommes qui bégayent. Donc ça aussi, ça indique une composante génétique au problème. On traverse des méchantes étapes quand on a un handicap. Puis je veux pas dire que le bégaiement est le pire handicap de la vie, là. Quand tu le vis, peut-être, tu peux penser à ça, parce qu'on serait prêt à perdre un bras. Je te jure, là, moi, on m'aurait dit, tu coupes un bras, demain matin, tu bégayes plus. Je pense que les deux, ils passaient. Ah ouais.